Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, tout dépend de là où vous vous trouvez en ce moment et le décalage horaire. Bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo qui aujourd'hui va présenter un autre mets camerounais qui est plutôt du poisson à la braise, n'est-ce pas? Le plus important c'est qu'on reste dans l'esprit de l'émission. L'heure est un peu triste aujourd'hui, bon, une tristesse qui va se terminer par la joie. Nous recevons quelqu'un qui vient de passer des moments difficiles au Cameroun. Il a été accusé d'outrage au chef de l'État et bien d'autres choses. Il vous énumérera tout cela sur ce plateau. Lui, c'est quelqu'un qui vient des États-Unis, qui est d'origine camerounaise, Patrice Ngaran. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Comment ça va? Non, ça va bien. Je suis déjà très heureux d'être ici, manger du bon poisson avec du bobolo. Je dois dire que la qualité est indiscutable et je vais d'ailleurs encore boire un peu là. Bah oui. Parce que c'est de ça. À ta santé alors. Oui, oui, je vous souhaite vraiment la santé et bonne année. Bonne année, bonne santé. Il n'y a rien de plus beau que la liberté. Hein. Et surtout celle qui est acquise au bout d'une campagne historique. Vous n'avez pas nous chanter Diane Marinzi, là, rassurez-nous. Ah non, maintenant, bon, peut-être plus tard. Surtout que cette chanson-là, pour moi, c'est la chanson de ma génération, hein, parlementaire, etc. Bon, ben, très bien. Mais vraiment, c'est pour dire merci. Et je le dirais 1000 fois, ce ne sera jamais suffisant. Je suis sorti de cette prison avec une... On va y revenir. Hein. Non, je dis, c'est mon sentiment vraiment d'humilité et de gratitude. Et c'est ça que j'aimerais exprimer à tous ceux qui écoutent là. Parce que la mer est faite d'une somme de beaucoup de gouttes d'eau. Et chaque geste, une pétition signée. Lorsqu'on prononce le mot Patrice Ngaran, et sans le connaître, en sachant tout simplement qu'il y a un individu qui est en prison, ou bien un délinquant comme Issa Tiroma disait, on a aidé à libérer un être humain. Très bien. C'est ça. Juste à côté de vous, Maître Amédée Dimitri Toko. Bonsoir Maître. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue pour votre première sur JMTV+. Merci. On vous attendait depuis des années, un peu comme les chrétiens attendent Jésus. Voilà. Faites honneur. À ma droite, mon fidèle, je pourrais même dire mon mentor, Joël Didier Ngo. Bonsoir Joël. Bonsoir Jackie. Comment ça va? Ça va. Bon, tout va donc bien? Oui, ça va très bien. Et le poisson bourguignon, ça passe? Ça passe mieux que le bœuf bourguignon. Alors, Patrice, voici quelques jours, environ une semaine, que vous avez été libéré de la prison. Pouvez-vous nous dire dans quelle prison vous étiez enfermé au Cameroun et pourquoi? Bon, j'ai été au total enfermé dans 3 endroits. Ah bon? Mais le premier, c'était d'abord un bureau, le bureau du CIR, à la police judiciaire. Et le second, c'était au parquet, parce qu'ils ont une cellule là-bas. Mais là, c'était mon choix, parce que j'avais le choix, grâce à la campagne, de rester dehors alors que les jeunes étaient dans la cellule. Les jeunes? C'est-à-dire les jeunes qui avaient été arrêtés pour quelque crime que ce soit, oui, et qui étaient au parquet. Et moi, j'ai choisi d'être avec eux, c'est-à-dire d'être avec les autres, parce que j'avais déjà passé une semaine isolé. D'accord. Et ensuite, bien sûr, Konengi, où j'ai eu 2 cellules. La cellule de passage, où presque tout le monde passe d'habitude, une nuit, parfois plus. Et puis, le quartier 11, où j'ai passé le reste du temps. Le quartier 11, c'est un quartier quoi? VIP ou quoi? C'est un quartier VIP. C'est un quartier qui vit encore et qui vit sous l'ombre du papa de Joël, n'est-ce pas, qui y a passé beaucoup d'années et qui a laissé des traces de bonté. Patrice Ngaran, pourquoi vous arrête-t-on au Cameroun? Bon. C'est la question que je me suis toujours posée. Je vais peut-être décrire les circonstances de mon arrestation et les premiers jours de mon incarcération, parce que avant que je ne reçoive une réponse à cette question, je suis à l'aéroport. Non, avant d'abord l'aéroport, j'ai passé 3 semaines à faire le tour de la zone anglophone.
et à vivre avec vraiment de manière naturelle, quelque chose que j'ai fait dans d'autres pays aussi, parce que j'estime que l'écrivain a le devoir d'écouter ses compatriotes ou bien des gens, les gens en général, et puis de témoigner, mais aussi de prendre position par rapport à ce qu'il ou elle a vu. Tout à fait, il a le droit d'avoir une opinion. Voilà, je l'ai fait au Mali, je l'ai fait au Rwanda, en Afrique du Sud, au Nigeria, etc. À mes propres frais, d'habitude, c'est-à-dire je prends l'avion, je m'en vais là-bas, je passe un mois, je fais le tour du pays, au Burkina Faso, je fais le tour du pays, je vis dans les hôtels, dans les familles, je rencontre des gens. Et j'en sors, j'estime toujours un peu plus édifié sur la condition humaine. Il se passe que le Cameroun est en train de sombrer dans un ravin humain qui s'appelle... C'était d'abord le problème anglophone, c'est devenu, je sais pas trop, la crise anglophone, et maintenant c'est la guerre, du moins en région anglophone. Donc on est en train de sombrer vraiment dans un ravin. Et moi, je voulais toujours, du moins j'ai écrit des articles, j'ai débattu avec des gens, on a discuté tous, mais je voulais toujours aller là-bas pour faire un peu ce que j'ai fait ailleurs. Pour palper du doigt, quoi. Voilà, pour palper du doigt. Près de l'action. Sans nécessairement avoir pour but d'écrire quelque chose, mais ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe. Et donc, j'ai, comme toujours, payé mon billet d'avion personnellement. J'y suis allé parce qu'il ne faut pas que l'on m'accuse d'être financé par qui que ce soit. Je le paye moi-même, j'y vais, c'est mon pays. Et puis... je suis entré par Santa. Vous êtes entré par Santa? C'est-à-dire, je suis d'abord parti par l'ouest. Et puis, je suis allé à Bafoussam, parce que j'ai aussi fait le tour de Fumban pour voir un peu. Et puis, je suis descendu par Santa. Et puis, je suis allé à Bamenda, où je suis resté pendant 3 jours. Ainsi de suite. C'est ainsi. Après, je suis parti à Tombelle. Je voulais toujours aller à Tombelle, qui est la frontière entre la zone anglophone et la zone francophone. Oui. C'est une zone historique qui, durant les années 60, avait des massacres, etc. Tout à fait. Je travaillais aussi sur ce genre de choses. Donc, je suis resté pendant 4 jours, etc., etc. Bref, c'est un peu ce que j'ai fait. Et bon, à la fin, j'avais aussi suggéré à Jeune Afrique que je leur écrirais un texte où je leur dirais grosso modo ce que... Jeune Afrique qui est un journal, hein? Qui est un magazine installé à Paris, voilà. D'accord. Et ce qui n'est pas nouveau, parce que par exemple, après mon voyage au Mali, avant le voyage, je leur avais dit que je le ferais. Après mon voyage au Mali, durant la guerre, donc j'ai écrit également un texte récapitulatif où j'ai expliqué plus ou moins comment je voyais la situation et si cette guerre avait un avenir ou pas. Donc avec le Cameroun, j'ai fait de même. Le texte a été publié 2 jours avant mon départ du Cameroun, ce qui m'a quand même mis dans une situation un peu difficile parce que les textes comme ça, d'habitude, je les publie après avoir quitté le... Est-ce que vous aviez un deal avec Jeune Afrique pour que le texte soit publié après votre départ du Cameroun? Non, pas nécessairement, mais Jeune Afrique a un calendrier qui veut que un texte soit publié d'abord dans le magazine et ensuite il soit mis online. C'est-à-dire Jeune Afrique n'a pas une page web où on publie instantanément. J'aurais publié sur ma page Facebook si je le voulais. C'est un texte je publie le texte comme ça sur ma page aussi. Mais là, c'était une promesse que je remplissais. J'insiste dessus parce que le texte de Jeune Afrique, c'est un texte neutre. C'est un texte qui narre pour un public qui ne connaît pas nécessairement le Cameroun, avec pédagogie plus ou moins ce que je ressens, ce que je pense, et arrive à une conclusion qui découle d'une argumentation. Mais ce que moi j'avais vu demandait beaucoup plus que ça, c'est-à-dire appeler l'indignation. L'indignation devant tout simplement une situation qui est inacceptable et que personne n'accepterait, quel que soit le lieu. Pouvez-vous nous décrire cette situation inacceptable au Cameroun anglophone? Bon, je vais prendre quelques exemples. C'est-à-dire, à Santa, on arrive, je traverse Santa, je vois à peu près une trentaine de militaires en cagoule. Des militaires en cagoule? Oui, en cagoule, tous en noir, c'est comme des ninjas là. Une trentaine qui traversent la route. C'est quand même une scène là. D'accord. Le village d'origine de John Frondi. De John Frondi, exactement. Donc John Frondi, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est l'opposant, est décrit comme l'opposant historique de Paul Biya. Bon, voilà. Donc, et Achidi Achou fut Premier ministre l'année où John Frondi est supposé avoir gagné des élections au Cameroun. On dit ça comme ça. Et donc, Santa, je n'ai jamais été à Santa, mais c'est quand même intéressant. Déjà, chacun m'avait mis en garde contre la route de Santa parce que c'était une route qui, historiquement, était mauvaise. Et donc, durant notre passage, elle était plus ou moins déjà aménagée. Mais ce qui m'a frappé, cette trentaine, donc, en cagoule, vraiment des ninjas. Alors, à Bamenda, j'arrive dans une ville dont les routes sont si mauvaises. J'ai jamais vu des routes aussi mauvaises. Alors, nous vivons pendant 3 jours là, avec des amis que je me suis fait là-bas et puis que j'avais déjà.
La ville est sous couvre-feu. Oui. Déjà, et donc, étant donné que Internet est coupé, je ne peux avoir accès à Internet que dans une boîte de nuit. Et donc, oui, non, c'est pourquoi moi... Oui, on a vu des photos. Voilà. Donc, bon, Madame Ganan, vous avez compris pourquoi elle est en boîte. Donc... Pour faire d'un malheur bonne fortune, n'est-ce pas? Je suis là-bas tous les jours, je danse, mais aussi je surfe. Donc, plus ou moins ce qui faisait que... mais il y a un couvre-feu tout de même, et j'ai vécu quand même un bon moment là-bas. C'est la fin formelle du couvre-feu qui reviendrait, mais c'est la fin formelle. Et n'oublions pas aussi que la frontière pour le Nigeria est bloquée, est fermée. Et bon, là c'est un deuxième exemple. À Tombelle par exemple, Tombelle c'est une ville qui est au milieu des plantations concessionnaires, c'est-à-dire vraiment les plantations concessionnaires qui sont infinies à l'œil nu. C'est le cacao, c'est le café, c'est le maïs, c'est vraiment infini. Mais Tombelle n'a aucune route goudronnée. Aucune. C'est-à-dire vraiment, je n'ai jamais autant respiré la poussière qu'à Tombelle. Jamais autant. C'est-à-dire vraiment, je dis Dieu m'a puni. Pourquoi est-ce que je suis ici? Je ne peux même pas voir une distance qui est là devant moi parce que la poussière est si intense. Lorsqu'une voiture passe vraiment, je suis littéralement couvert. C'est pourquoi je me suis coupé les cheveux, parce que c'était impossible. J'étais finalement comme un masque marchand. Voilà. Tombelle n'a pas d'électricité. C'est-à-dire que toutes les nuits, les passants qui marchent se cognent les uns sur les autres. C'est-à-dire j'habitais dans un coin un peu retiré. Je marche, je tombe dans un trou. Ce n'est pas possible. Tombelle n'a pas d'eau. Je ne me suis jamais autant mal lavé qu'à Tombelle. C'est-à-dire le seau, il faut toujours faire ceci, toujours faire cela. Chaque jour. Les moustiques qui piquent, c'est-à-dire vraiment, ce sont des moustiques spéciaux. C'est comme si ils ont été spécialement inventés pour rendre la vie impossible. Le mont coupé est à côté. Il descend dans la nuit en vague. Mais alors, je suis assis comme ça dehors. Je fais une interview avec un vieux. Tu peux écouter. J'écoute bien. Avec un vieux, je me retrouve avec 45 piqûres de moustiques en 5 minutes. Non, j'ai dit l'interview finie. C'est pas parce que je suis mal habillé. Non, ça, c'est Tombelle. Ça dit une ville sinistrée. Alors que c'est une ville au milieu d'une plantation, des plantations concessionnaires. Maintenant, là, c'est un autre exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans une ville comme ça sans être révolté, justement parce que j'ai passé des moments agréables avec la population de Tombelle, avec des gens qui m'invitent chez eux 2 fois, des gens qui me donnent tout, qui font des tours avec moi gratuitement. C'est-à-dire, la bonté interne du Camerounais est là. Je suis francophone, ce sont les anglophones, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple. Kumba, pour Niassoso, la distance entre les deux, c'est 45 minutes, normalement. 45, combien de kilomètres? Bon, je ne peux pas dire, mais en fait, en moto ou en voiture, c'est 45 minutes. D'accord. Mais en fait, 2 jours pour aller Pardon? 2 jours pour aller de Kumba à Niassoso. 2 jours parce qu'il faut passer d'abord par Douala et puis revenir. Et donc, si on arrive, moi j'ai fait 2 jours pour y aller. Il a fallu dormir encore, il a fallu dormir à Loum avant de reprendre la route pour aller par Tombelle et continuer sur Niassoso sur la route qui a été construite par les Allemands. C'est-à-dire les années 1000, au début du siècle dernier. 1916, c'est la route qui est encore utilisée aujourd'hui pour aller à Niassoso. 1916, c'est-à-dire depuis là, le gouvernement camerounais n'a même pas eu l'idée de goudronner une route qui a été construite par les Allemands. Et c'est à ce niveau-là qu'on est. Il y a 102 ans. Il y a 102 ans, c'est-à-dire que les Camerounais, 102 ans. C'est-à-dire que les Camerounais qui utilisent cette route-là, et moi je vois des femmes qui ont une haute sur le dos. Je la regarde comme ça, je crois qu'elle a 50 ans. Mais vraiment, elle a peut-être 25 ou 30. Tellement elle a été détruite par la vie. Je vois des jeunes, je crois qu'il a 50 ans. En fait, je demande à rencontrer des gens pour qui me parlent la guerre civile. On m'apporte des jeunes qui ont 40 ans. Moi, je crois qu'ils ont 60. Tellement ils ont été détruits par le Kitoko. Ça dit vraiment, ils sont des loques humaines. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive à ce pays-là pour qu'ils traitent des enfants comme ça? Je vois un jeune qui a 30 ans, il me dit qu'il est paysan. Il ne parle pas beaucoup. Je dis, est-ce que tu aimes le paysanat là que tu fais? Il dit, oui, j'aime ça. Je dis, calmons-nous un peu. Je sais que tu aimes le paysanat. Ce n'est pas la guerre. Moi, je vais manger mon poisson. Mais à votre avis, pourquoi il vous dit aimer son paysanat? Avait-il peur que vous soyez quelque chose? Non, c'est que... Mais finalement, il me raconte son histoire. C'est une suite d'échecs extraordinaires sur des choses qui sont des banalités. J'ai dit que Tombelle n'a pas d'électricité.
L'électricité est arrivée chez lui une nuit. Mais c'était comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Tellement les gens étaient contents. Que l'électricité arrive dans une ville. Au milieu des plantations concessionnaires. Et puis les gens crient comme si on s'est mis le temps à marquer un but. D'accord. Voilà ce que moi j'ai vu. Je peux multiplier les exemples. Je prends par exemple dans des villes comme Loum, Lo, etc. On arrive dans une école. J'arrive dans une école parce que j'étais seul. Et puis j'avais parfois des gens qui me guidaient, qui m'accompagnaient, qui m'expliquaient les situations que je ne comprenais pas. Je vois le directeur de l'école qui court derrière moi parce qu'il a appris que j'étais là et que je venais de New York. Il y a un soupçon que lorsqu'on vient de New York, il y a des dollars. Alors il court, monsieur du gentil, c'est extraordinaire. Il dit que non, venez. Venez, alors il m'achète un taux parce que je... Vous levez voilà, il dit non, je vous achète, c'est moi qui paye. Je dis, moi, il faut quand même, il me raconte ce qu'il veut me dire. Il dit que non, je voulais seulement vous montrer l'école. Pour que vous voyez. C'est tout. Vous voyez seulement. C'est tout. Alors j'allais voir. Mais c'est 4 piquets comme ça, avec le toit en tôle là-dessus. 80 enfants dedans qui sont anglophones. Pardon. Mais on parle là du littoral. Je vais prendre l'hôpital militaire de Mamfé. On arrive là-bas, on voit des soldats, il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il ne veut pas aller au front. Oui, attendez. Vous dites un soldat camerounais. Un soldat camerounais qui se tire une balle dans le pied parce qu'il ne veut pas aller au front. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire lorsqu'on se retrouve avec des situations qui, partout ailleurs, et bon, évidemment, parce que j'ai quand même passé avant quelques jours à Yaoundé, avec la propagande qui nourrit la machine infernale qui est francophone à Yaoundé, on se retrouve avec la réalité des Camerounais qui sont d'une gentillesse que je reconnais ici. Je veux dire, le traitement que moi j'ai, je suis très content ici. Mais il n'est pas différent du traitement que moi j'ai eu à Tombelle dans les familles. C'est-à-dire qu'il est génériquement camerounais. Et il n'est pas différent du traitement que moi j'aurais à Ibolova, que j'aurais à Baranté, que j'aurais au nord, où les gens ne me connaissent pas du tout. Et ils m'accueillent chez eux, ils voient un étranger qui est là, et qu'est-ce que tu veux boire? On a le vin blanc. C'est ça que tu veux boire, c'est le meilleur que nous avons, tu vas le boire. Et finalement tu dis au revoir. Et c'est généralement camerounais. Et on se retrouve avec un peuple qui est si bon. Je dis, qui est encore si bon, mais qui est détruit systématiquement. C'est-à-dire que la méchanceté, par qui? Mais par le pouvoir. La méchanceté que moi je vois, parce qu'il y a deux genres de méchanceté, il y a deux genres de pauvreté. Il y a une pauvreté qui naît du fait qu'on manque de choses. Et elle est visible. Et on sait que cette personne-ci fait des efforts. Mais les conditions de la vie font que cette personne-ci ne puisse pas atteindre ce niveau-ci. On peut peut-être l'aider. Mais il y a une pauvreté qui est systématiquement pensée et mise en application. Et vous croyez que la pauvreté de cette zone-là a été pensée? Lorsqu'on est dans une ville comme Tombelle, qui est entourée de plantations riches, dont le sol est noir parce qu'il est volcanique, c'est-à-dire que si vous jetez du maïs là, vous revenez après 2 semaines, le maïs aura déjà poussé. Dans ce sol-là, vous nourrissez la population sans problème. Alors, mais lorsque vous êtes dans cette ville-là, qu'il n'y a aucune route goudronnée, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? Là, c'est pensé. Parce que les compagnies concessionnaires là, auraient bien pu s'occuper de la ville, goudronner tout, mettre l'électricité et l'eau, c'est leur avantage. Si elles ne peuvent pas, l'État peut le faire. Donc il y a 2 possibilités de rendre cette ville-là humaine. Mais il y a une décision fondamentale de ne pas le faire. C'est-à-dire de venir dans Tombelle, de ne que prendre et de partir. De prendre et de partir. La conséquence, c'est que ce paysan-là qui travaille, tout le travail qu'il fait, il le donne. Et il se retrouve à boire du kitoko pour se suicider. Du kitoko, c'est une boisson mal c'est l'alcool fermenté, c'est de l'alcool qui détruit l'humain. Ce n'est même pas, c'est-à-dire que lorsqu'on dit c'est local, c'est une compagnie, je crois que c'est Choco comme quelque chose comme ça, qui fabrique du kitoko, n'est-ce pas? Et devant sous autorisation de l'État, et qui vend ce kitoko, y compris même dans les prisons, parce qu'en Conakry, ce n'est que le kitoko que les prisonniers boivent. Ils arrivent en paquet de kitoko, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour les détruire alors systématiquement, comme quoi là on peut déjà mesurer comment la pauvreté s'est pensée, comme ailleurs la richesse est pensée. Là-bas la pauvreté est pensée. C'est-à-dire qu'il y a une volonté systématique de rendre un certain nombre de gens pauvres. Et une volonté systématique de détruire un certain nombre de gens. Et c'est visible, le système est clairement formulé.
Parce que qu'est-ce qui explique que... De les déconnecter du réel. De les couper de la vie. Qu'est-ce qui explique que... On se lève le matin parce que pour bien sûr connaître une ville, je me lève toujours tôt. Il faut voir comment les gens se lèvent le matin pour aller commencer leur journée. C'est le matin, alors je me lève tôt, 5h30, 6h, tout est noir. Je vois les gens passer, les paysans, parce qu'ils ont tous une machette. Et puis déjà je vois, c'est-à-dire ils sont tout à fait abattus, ce n'est que le début de la journée. Je me dis, mais ils s'en vont dans une journée là qui devrait être heureuse. Mais en fait, ils n'ont aucune chance de gagner. Ils ont une machette et les femmes ont une haute comme au 15e siècle. 15e siècle, c'est-à-dire que je vois, et elle rentre, oh mais je n'ai jamais vu ça. Lorsque j'en parle, même j'ai des larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'une femme qui a une haute là, la charge qu'elle porte est 3 fois sa charge. Elle traverse un pont, elle est obligée de regarder devant comme ça parce que si elle regarde à gauche ou à droite, elle va tomber. Parce que le pont n'a bien sûr pas. Qui a construit ce pont? Les Allemands en 1916, je veux dire. C'est le Cameroun d'aujourd'hui et je ne parle pas de Kolofata. Je parle de deux des provinces les plus riches du Cameroun. Des deux des provinces les plus riches de ce pays. C'est-à-dire des deux des provinces dont la capacité financière de production peut nourrir tout ce pays. Mais c'est-à-dire que je vois une femme, je reste comme ça, je prends mon appareil photo pour faire une photo de ça. J'ai honte. J'ai honte. Parce que je dis non, il faut cacher ça un peu. Mais en fait, je dis non, il faut montrer. Alors lorsqu'elle passe, je la filme de dos. Parce que ça charge, même un animal va s'écrouler. Et elle le fait chaque jour. Elle traverse ce pont construit par les Allemands. C'est-à-dire que depuis 1916, l'État camerounais, avec 2 présidents, n'a même pas eu les moyens, pas seulement pour élever son niveau de vie, mais aussi pour arranger la route qu'elle traverse pour aller cueillir des produits, pour nourrir les gens en ville avec. Donc avec ça, j'ai écrit le texte de Jeune Afrique, un texte neutre, pour présenter un peu les contradictions dans lesquelles nous nous trouvons, dans une situation de conflit. Mais il y a cette capacité d'indignation que moi j'avais. Et l'indignation chez moi s'exprime d'habitude dans des postings Facebook qui sont parfois courts, qui sont parfois des phrases, mais qui sont là pour secouer les gens sur des problèmes qui nous énervent parfois, le tribalisme, etc., des choses comme ça. Alors, mais qui expriment quand même un sentiment que j'ai à un moment bien précis. Et donc, moi j'aime bien écouter la musique, j'étais fatigué, donc j'écoutais les musiques que j'écoutais à Bamenda. Il y a une musique là, si, if. Mais il dit, mais si. Mais il faut déjà dire que je ne suis pas opposant. Parce que lorsque je causais avec mes amis, alors je lui expliquais ça. Il dit, ah oui, attends, tu es un opposant, tu es un opposant. Il dit que non, je ne suis pas opposant. C'est pourquoi j'ai écrit cette première phrase. Je ne suis pas un opposant. En réponse, finalement, à ce que mes amis disaient autour de moi. Vous êtes plutôt un indigne. Non, je suis un écrivain. Ça, je suis un écrivain. Engagé à la limite. Voilà, à la limite, un écrivain engagé, disons un citoyen. Et donc, je ne suis pas un opposant. Mais si j'avais les capacités de faire 1, 2, 3, 4. Mais alors... Bon. Patrice Ngana. Vous qui avez été presque oublié par Dieu, vous l'avez dit au début de votre propos, on va essayer de recentrer l'église, hein, on va le mettre au centre du village. Alors, sur le plan conflictuel, qu'est-ce que vous avez vu dans cette région du Cameroun? Vous avez vu des militaires traverser comme des ninjas, mais quels témoignages avez-vous recueillis sur le terrain? Moi, j'ai parlé avec tout le monde, avec les militaires, avec les chômeurs, avec les paysans, avec les mamans, avec les chefs de village, avec tout le monde, parce que, en fait, c'est la particularité de l'écrivain, c'est que l'écrivain n'a pas de frontières. Avec les fonctionnaires de l'ENAM, avec les etc., les employés de la douane, tout le monde, on a passé des soirées extraordinaires. Dans la zone anglophone? Anglophone, c'est de quoi il s'agit, hein, parce qu'il y a le percepteur d'impôts, tout le monde, tous les niveaux. Donc, dans les situations familiales, parce que le Camerounais s'exprime le mieux lorsqu'on lui parle soit dans sa langue maternelle, soit on le prend dans une situation familiale où il est relax. Comme ici. Comme ici. Là, il s'exprime, il dit sa vérité sociale, il dit sa vérité existentielle. Au bureau, il a un masque. Mais chez lui, il est relax. Le sous-préfet, il va vous raconter toutes les histoires qu'il a traversées, etc. Et en Kondengi, là, j'ai rencontré des sous-préfets, des préfets, des ceci, des cela qui sont en prison. Donc, une conversation générale. C'est donc ce que moi j'ai vécu. Dans la zone anglophone. Dans la zone anglophone, c'est-à-dire sans limite vraiment, sans limite.
Et donc, si j'ajoute dessus ce que moi j'ai vécu à Konengi, donc je vais ajouter les ministres, les ceci avec lesquels je D'accord. posais. On va vraiment rester sur la partie anglophone. On arrivera sur ce que vous décrivez là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez recueilli comme témoignage sur la situation conflictuelle en zone anglophone du Cameroun? Ce que moi j'ai retenu comme... Bon, là je faisais déjà la somme générale. Ce que moi j'ai retenu comme témoignage, c'est que les enfants en ont marre. C'est-à-dire, ils en ont marre de ce pouvoir qui est entièrement francophone, qui est entièrement francophile et qui est entièrement anglophobe. À ce point-là. À ce point-là, parce qu'il faut se représenter ceci. Les francophones, quel qu'en soit le cas, parce que la population camerounaise est jeune, donc en général, il y a une mode extraordinaire depuis 15 ans au Cameroun qui veut qu'il y ait des écoles anglophones dans la zone francophone. C'est une mode, c'est-à-dire par quartier, il y a peut-être des écoles privées. Il y a peut-être 5 écoles anglophones. C'est extraordinaire, vous traversez Yaoundé, école anglophone, école anglophone, école anglophone, ou bien au minimum école bilingue. École bilingue, école... C'est une mode extraordinaire. Presque tous nos enfants, neveux, etc., s'en vont dans les écoles anglophones. Ça veut dire que les francophones, génériquement, normalement, ont voté contre le pouvoir qui est francophile et puis il s'agit francophone et anglophobe. Ils ont voté contre ce pouvoir-là en envoyant leurs enfants, leur propre, la chair de leur chair dans les écoles anglophones. Oui. Chez les anglophones, maintenant, ce que moi j'ai vécu, et ça m'a frappé dès le début, c'est que tous ceux que je rencontrais étaient bilingues. C'est-à-dire français et anglais. Je vais qualifier ceci. Moi, j'ai été au Nigeria. Je suis au Nigeria tous les ans. Il est impossible de parler français à un Nigérian, je veux dire. Ça ne marche pas. Il ne comprendra pas. Jamais. Je veux dire, ce n'est pas un malheur qu'il ne comprenne pas. C'est uniquement un fait. Maintenant, dans toute la zone anglophone où moi j'étais, tous les anglophones que moi j'ai rencontrés comprennent le français, le parlent. Donc c'est une particularité. Ils sont bilingues. Je récapitule. Les francophones sont bilingues, ils envoient leurs enfants dans les écoles anglophones. Les anglophones sont bilingues. Qui est donc le francophone dans ce pays? C'est le pouvoir. C'est Biya qui n'a jamais tenu un discours en anglais, qui ne parle même pas l'anglais. Ce sont les gens autour de lui et qui ne veut pas. Mais je me souviens, il s'est dit... Je continue. Donc nous avons une classe politique qui est âgée, qui est francophile, qui aime la France, qui donne tout à la France, n'est-ce pas? Et qui est anglophobe, totalement, qui transforme des populations qui sont bilingues en terroristes, en sécessionnistes. C'est-à-dire vraiment les anglophones, que moi, de la frontière nigériane où j'étais à la frontière avec le Cameroun francophone, oui. n'est-ce pas? Tous là sont bilingues. Hein? Et oui, ils se demandent, mais qui sont les terroristes ici dont ils parlent? Qui sont les sécessionnistes ici dont ils parlent? Parce qu'en effet, c'est ça la surprise. Voulez-vous dire que le pouvoir en place stigmatise la zone anglophone? Stigmatise après avoir marginalisé. Stigmatise. Parce qu'il faut bien voir que la fabrication du conflit anglophone, c'est Biya qui l'a fabriqué. Soyez, il n'y avait pas de conflit anglophone. Il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Voilà. Il y avait le problème anglophone. Il y avait le problème anglophone. Aïdjo a laissé à Biya un pays qui était en train de se réunifier. Là, il n'y avait pas de problème anglophone. C'est en 1983 que Biya a changé le nom du pays, a changé la forme du pays, en a fait un État jacobin et a détruit l'entente cordiale qui avait été signée entre les pères fondateurs qui voulaient qu'il y ait un président francophone, voilà, il y a un président francophone, un vice-président anglophone. Et que ça continue comme ça. On se retrouve maintenant avec cette entente cordiale qui a été détruite. C'est pas le président de l'Assemblée nationale qui était la deuxième personnalité et qui était anglophone à l'époque? C'est l'évolution qui en a voulu ainsi, n'est-ce pas? Et sinon avant c'était un anglophone. Et donc l'évolution par chute, par éloignement, par marginalisation des anglophones, on a voulu ainsi. Mais là, ce n'est même pas tellement le problème le plus grave, parce que maintenant, c'est vrai, la personnalité anglophone la plus élevée, c'est la 5e personnalité. 5e personnalité qui est le Premier ministre. Voilà. Bon, maintenant, si on prend la population en général, j'ai posé la question à tous les anglophones lorsque moi je parle, qu'ils soient paysans, qu'ils soient leaders, parce que j'ai rencontré tous les leaders anglophones, n'est-ce pas? Sauf Ayoub Tabé, que je souhaiterais rencontrer. Et que je vais rencontrer. Nous aussi. Voilà. Donc, nous avons une population francophone, n'est-ce pas, qui envoie ses enfants dans les écoles anglophones. C'est mathématique. Envoie ses enfants dans les écoles anglophones. Dans ce pays-là, où pour avoir une chance de promotion sociale, il faut faire des concours administratifs. Or, ces concours sont divisés en anglophones et francophones. Les enfants francophones là, qui deviennent anglophones, ils vont faire quel concours?
les concours anglophones. C'est-à-dire qu'ils vont déjà prendre l'espace qui était déjà donné aux anglophones. Ils vont l'occuper après avoir laissé l'espace qui est occupé par les francophones aux francophones. Vous voyez donc que c'est ça les mathématiques de la marginalisation, on peut les mesurer. C'est qu'on se retrouve à Bamenda avec un professeur d'anglais qui est francophone et qui ne parle pas anglais et qui enseigne l'anglais aux anglophones. Si un anglophone n'est pas fâché devant ça, vraiment, c'est qu'il n'est pas un être humain. Et les francophones n'ont pas encore mesuré cette chose-là qui est mathématique et que les anglophones mesurent chaque jour. Ils disent, mais on aime que vous envoyez tous vos enfants dans des écoles anglophones. Alors, mais ils vont prendre tous nos places. Vous savez, nous avons un temps pour cette émission. Voilà, alors, vous nous décrivez là la frustration des anglophones liée à l'économie qui les oublie, liée à au système de l'administration qui les relègue au deuxième plan. Bon. Je suppose qu'il y a plus grave que cela, car on comprendrait difficilement que seulement ce genre de fait amène certains anglophones, pas tous, à devenir des sécessionnistes. J'ai dit bien certains, pas tous. Hein, La question est bien sûr une provocation, parce que c'est suffisant pour détruire le Cameroun. Un pays qui volontairement organise ses structures, comme j'ai décrit, pour exclure une partie de sa population, n'a pas le droit d'exister. Parce qu'un parent qui est anglophone, qui découvre soudain que les quelques postes de concours que son enfant aurait pu avoir sont occupés par tous ces enfants francophones qui deviennent anglophones. Ce parent-là comprend qu'à son enfant, on a retiré son futur. À son enfant, on a retiré son futur. Et ce n'est pas un francophone, c'est une vague de francophones qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est les francophones de tout le futur qui sont en train de clore l'espace qui est réservé aux anglophones. Bon. La sortie de l'impasse est simple. Et c'est pourquoi j'ai dit que la question est une provocation. C'est que le Cameroun devienne anglophone. Parce qu'évidemment, les francophones eux-mêmes ont compris que le français n'a pas d'avenir. Sinon, pourquoi envoyer la chair de sa chair dans des écoles anglophones? Pourquoi investir tout? Moi, tous mes neveux s'en vont dans les écoles anglophones. Et j'ai fait des recensements chez tout le monde autour de moi. C'est une vague. Alors, si les Camerounais comprennent que dans une génération, on veut que ce pays-là soit anglophone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les francophones veulent que dans le futur, dans 10 ans, 20 ans, le Cameroun dans son entier devienne l'Ambazonie. On se comprend là. Devient un Cameroun anglophone ou bien l'Ambazonie? Bon, le Cameroun anglophone, c'est l'Ambazonie. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les Camerounais francophones veulent logiquement... N'oublions pas que les Camerounais francophones votent par leurs enfants. Ils s'expriment par leurs enfants, mais pas par leurs paroles. Donc, par leurs enfants, ils montrent qu'ils veulent que dans 20 ans, ce pays-là adopte le système éducatif anglophone qu'il préfère au système éducatif francophone. Mais est-ce qu'on n'est pas assez optimiste en voyant ça comme ça? Parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que on constate qu'il y a cette prolifération d'écoles bilingues, à la limite anglophones, dans les coins francophones. Mais ce qu'on n'arrive pas à déceler, et c'est ce que cette crise traduit aussi, c'est que les gens ont beau vouloir être bilingues, mais ils n'épousent pas les valeurs qui sont anglo-saxons, qui sont des valeurs intrinsèques qu'on connaît dans la partie anglophone. Donc, quand on voit la crise aujourd'hui, on se dit, mais ils veulent bien parler anglais, mais ils ne veulent pas tout ce qui va derrière avec des valeurs. Ils n'épousent pas parce que on a un pouvoir qui est francophile, c'est-à-dire qui n'écoute que ceux qui viennent de Paris, qui est n'écoute que ceux qui viennent de Paris. On a un pouvoir politique qui n'écoute que la parole de Paris. C'est-à-dire que si Macron prenait une décision, elle serait automatiquement appliquée à Yaoundé. Nous ne sommes pas dans un pays souverain, là. Voilà, on n'est pas dans un pays souverain. Donc, avec un tel pouvoir qui est anglophobe, le parent, l'enfant n'a pas de choix parce qu'il est torpillé par une propagande qui l'oblige à avoir une certaine allégeance par rapport au pouvoir qui, en fait, fait la guerre aux anglophones.
Mais c'est quand même bizarre parce que il n'écoute pas Macron pour une fois. Macron, que je sache, la France demande explicitement et répète à travers le Quai d'Orsay qu'ils sont favorables à la négociation, au dialogue inclusif sur la crise anglophone. Le pouvoir biaise ou fait semblant de ne pas entendre, ou alors... La France négocie tellement que partout la France va, tout se passe bien, quoi. Non, je dis, on continue dans le débat. Bon. C'est-à-dire qu'ils écoutent quand ils veulent bien écouter. Et voilà. Disons que, en fait, moi, ma propre analyse, c'était un exemple expéditif, disons comme ça. Parce que je crois qu'une politique, la politique étant la gestion des êtres humains, n'est-ce pas? Une politique veut gérer dans la prospective une situation qui est posée sur la table par ces êtres humains-là. Et les parents francophones sont en train de poser une situation, les parents anglophones sont en train de réagir par rapport à cette situation-là, n'est-ce pas? Et le pouvoir, au lieu d'avoir une politique prospective devant cette marée-là, stigmatise les parents anglophones et dit qu'ils veulent la sécession, c'est-à-dire qu'ils veulent plutôt partir. Alors qu'ils se retrouvent dans une situation de défense, d'autodéfense, disons même, devant une vague qui les pousse de plus en plus vers la sortie, n'est-ce pas? Une vague qui est extraordinaire. Parce que j'ai fait le tour, pas seulement de la zone anglophone, aussi de beaucoup de villes francophones. Mais même à Banganté, à Bazou, il y a des écoles anglophones. C'est-à-dire c'est vraiment une volonté de devenir anglophone. Maintenant, supposons que le pouvoir qui est francophone, n'est-ce pas, et puis anglophobe, disparaissent. On aura de nouvelles cartes sur la table. On aura de nouvelles cartes, c'est-à-dire maintenant les Camerounais pourraient choisir, ils diraient, le système qui est en train de devenir minoritaire ici, c'est le système français. Voilà. Et donc l'Ambazonie aurait gagné. C'est-à-dire que le système juridique, le système éducatif, le système politique, le système fédéral, etc., se serait imposé au Cameroun. Maintenant, voilà. Maintenant, étant donné que ce pouvoir n'a aucun avantage à ce que ça ait lieu, alors il dit que ceux-là, ce sont les sécessionnistes. Dites-moi, je n'accuse personne, Joël Maître Touko. Hein. Avez-vous le sentiment que ces dirigeants qui n'écoutent, selon vous, que la parole de la France aurait reçu les instructions de la France de tout faire pour francophoniser tout le Cameroun? Bon, disons, dans la constitution du pouvoir de Biya, il y a certaines continuités qui sont installées en 83. Lorsqu'il avait, c'était le parti unique, lorsqu'il avait le plébiscite sous le parti unique de la population. Ouais, l'UNC, c'était voilà. Ça. Et donc, avant qu'il ne crée son propre parti, le RDPC, et avant que le coup d'État de 84 le mette alors... le mettre dans une situation où ce plébiscite devenait le fait accompli. Et cette chose, c'est la transformation du Cameroun d'un État fédéral en un État jacobin. C'est-à-dire la présidentialisation du Cameroun. Voilà. C'est la déchirure de l'entente cordiale qu'il y avait avec les anglophones. Et à la place de cette entente cordiale, il a mis ce que j'appellerais un cache-sexe. La création de son parti à Bamenda. Comme quoi, j'ai déchiré l'entente cordiale, mais je vous fais un geste symbolique. L'impression que vous êtes encore... Pour vous donner l'impression que vous êtes important, mais en même temps, j'aurais déjà déchiré ce qui est significatif. Et évidemment, au départ, j'aurais changé le nom de ce pays. Et ce pays s'appellera dorénavant ce qu'il s'appelle, ce que la partie francophone seulement avait comme nom. Voilà. Donc, avec ça, il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire que via ces milles là, dans une situation, c'est une guerre déclarée aux anglophones. C'est une guerre, c'est une déclaration de guerre. Partout ailleurs, si les anglophones avaient un pouvoir institué, ils le diraient comme une déclaration de guerre. Mais ils n'avaient pas, ils avaient abandonné déjà leur gouvernement, ce qui fait qu'ils ne pouvaient s'exprimer, ils ne pouvaient exprimer leur dissidence que de manière intellectuelle. Et ceux mêmes qui l'ont fait, lorsqu'on rentre dans les textes des années 80, dans les débats des années 83, les quelques anglais, ils étaient peut-être 5 comme ça, ils ont été exilés, ils ont été traités de fous. Voilà. Maître Touko, les déclarations de Patrice Galland vous interpellent certainement parce que vous avez un peu vécu dans cette zone-là avant d'être le citoyen français que vous êtes aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans cette zone du Cameroun? J'ai pas vécu en zone anglophone, mais j'y allais assez souvent parce que j'ai travaillé à l'Ouest Camerounais. J'ai exercé des activités politiques de premier plan en tant que deuxième personnalité de l'opposition, on peut dire ça, à l'Ouest. C'était quel parti? Le SDF. Le Social Democratic Front. Vous étiez dans la deuxième personnalité du Social Democratic Front? À l'Ouest. À l'Ouest. En tant que secrétaire provincial.
dans les années 92. Il y a 25 ans, par là. Ouais, enfin, pas mal de temps. Donc je connais un peu cette situation, je connais un peu cette différence même de culture, parce que quand on parle de la différence de culture entre ces deux peuples du Cameroun, les gens sont presque horrifiés, se disent mais tiens, comment est-ce qu'on peut parler d'une différence de culture pour des gens qui ont adopté, n'est-ce pas, des cultures il n'y a que 50 ans, pourtant on existe bien avant ça. Ils ne se rendent pas compte que l'organisation juridique d'une société draine, n'est-ce pas, une somme de comportements et de culture même, finalement, parce que nous sommes organisés sous le modèle français. C'est-à-dire que tout l'arsenal juridique camerounais est calqué pratiquement sur, n'est-ce pas, on va dire 80%. Sur la France. Car le common law, de l'autre côté, souffre un peu avec le système français. Ah oui, mais il est très mal à l'aise, le common law. On va revenir dessus si on en a le temps. La common law est très, très isolée, n'est-ce pas, dans cette architecture juridique. Donc, c'est ce que Patrice disait, c'est un problème réel. C'est un problème patent, on pense qu'il faut, n'est-ce pas, résolument que les Camerounais trouvent le moyen de solutionner de manière durable ce problème. Et je ne sais trop comment, mais il me semble que la voie idoine, c'est de recourir à ce que tout le monde demande, n'est-ce pas, un dialogue, un vrai dialogue entre Camerounais. Et je suis assez surpris qu'on ait, dans ce contexte-là, qu'on renonce finalement, que le pouvoir renonce à l'intelligence politique en ne créant pas les conditions de ce dialogue-là. Je dirais même que, quand je le dis, je fais d'être naïf, je pense qu'il le refuse résolument, parce que si on veut faire un dialogue, on sait avec qui on veut faire un dialogue. Demander à l'homme politique que je fus, avec qui on peut dialoguer, quels peuvent être les interlocuteurs crédibles dans la zone anglophone, on les connaît. On connaît le cardinal Toumi. Ah oui, mais bien sûr, il y a des gens crédibles dans cette zone. Qui est aussi bien connu, aussi bien crédible dans la zone francophone qu'anglophone? Il y a des personnages de consensus comme ça qui existent dans ce pays, ils sont nombreux. Si on veut faire un vrai dialogue, il y a des gens, n'est-ce pas, qui peuvent servir d'intermédiaires, qui peuvent servir, n'est-ce pas, de médiateurs dans cette démarche-là. Ils existent dans ce pays. Et renoncer comme ça à l'intelligence politique, pour moi, n'est-ce pas, c'est une quasi-déclaration de guerre à cette autre partie du pays. Et il faut bien qu'on puisse se ressaisir collectivement et essayer de faire en sorte que le Cameroun, n'est-ce pas, qui a un potentiel extraordinaire compte tenu de la qualité de ses hommes, de ses richesses, puisse trouver le moyen d'occuper la place qui devrait être la sienne, pas dans le Conseil des Nations. J'aimerais peut-être intervenir là pour dire que donc pour moi le dialogue n'est pas seulement inclusif ou pas, n'est pas seulement avec qui. Le dialogue c'est quand. Lorsque vous dites quand, je suis inquiet, car lorsque j'étais adolescent, j'entendais parler du large débat, et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'a accouché ce large débat-là. Non, ça dit ce que je veux dire. Il y a des, c'est-à-dire le dialogue ne peut arriver qu'à un moment où il est vraiment voulu par les deux parties. Parce que c'est une partie en train d'avoir des chars d'assaut de l'autre côté pour tuer les enfants qui ont déjà été marginalisés, comme je l'ai démontré. Cette partie ne veut pas le dialogue. Et accuse cependant l'autre partie de ne pas vouloir le dialogue. Et donc, cependant, on se retrouve avec ce que moi j'ai vu dans la zone anglophone, avec des Camerounais qui dialoguent tous les jours. Ou dans leur famille même, ils dialoguent avec leurs enfants qui sont devenus anglophones. Et le père est francophone, l'enfant est anglophone, et le père parle en anglais. Moi, je parle à mes propres neveux en anglais. Donc, le dialogue a déjà lieu dans la famille, avec l'anglophone, qui a été fabriqué. Et donc, les Camerounais dialoguent. Mais celui qui ne dialogue pas, c'est Biya. Là, c'est fondamental. Pour ceux qui ne sont pas Camerounais, M. Paul Biya est président de la République du Cameroun depuis 35 ans et 3 mois. On va dire ça comme ça. Nous sommes en janvier 2018. Donc, il est arrivé en novembre 1982. Non, la solution des crises, je crois, pour ceux qui étudient les crises, il y a plusieurs canevas. L'un des canevas, c'est de retirer l'élément cancéreux. L'élément cancéreux. Voilà, et c'est Biya. Qui est Biya? Qui est Biya.
Et donc, après avoir le chassé. Est-ce que vous pensez si M. Biya tombait aujourd'hui? Non, j'élabore. Ouais. Après avoir retiré l'élément cancéreux, on peut dialoguer. Parce que, comme j'ai dit, les Camerounais qui sont un peu plus jeunes, dont une partie anglophone est bilingue, l'autre partie envoie ses enfants dans les écoles anglophones, n'ont aucun problème les uns avec les autres. Biya s'en va. Tous les chars qu'il a envoyés au sud-ouest là, on va dire vous rentrez dans vos casernes. On parle. Les Camerounais vont parler. Oui. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi est-ce que un Camerounais ne va pas s'asseoir. En fait, même ce sera la fête générale. Le départ de ces chars-là sera applaudi tellement dans les villages et dans les rues que le dialogue ne sera même plus nécessaire. C'est-à-dire que la sécession aura fini. C'est-à-dire que le conflit sera résolu. Je vous résume, hein, je vais faire... Allons-y. Allons-y. Bon, si bien Biya que partait aujourd'hui... le conflit est résolu. Donc, on revient donc sur la question de temps. Si en 1990, lorsque les anglophones ont utilisé la démarche générale pour la démocratie pour poser le pouvoir anglophone, le SDF étant créé à Bamenda, n'est-ce pas, le plus grand parti politique de l'opposition, voilà, en zone anglophone. Oui. Donc, une relecture déjà du mouvement démocratique doit être faite pour se rendre compte que la dissidence anglophone avait pris le masque de la démocratie en ce moment-là. Aujourd'hui, elle prend le masque, on pourrait dire, de l'indépendantisme. Ce ne sont que des masques pour exprimer un refus total de quelqu'un qui a créé le problème original en 83. Et un problème qui est posé dès son arrivée, un an après son arrivée. A déclaré la guerre aux anglophones et leur a présenté un cache-sexe, la création de ce parti à Bamenda. Voilà. Donc avec ça, on retire Biya, c'est-à-dire on enlève la scène, on le chasse, etc. Quel que soit le cas. Vous êtes cru, là. Bref, on peut le fusiller. Il y a beaucoup de possibilités. Non, pas sur ce... Il ne serait pas le premier. Il ne serait pas le premier président à être fusillé. Donc, on le retire. Les Camerounais auront une joie extraordinaire à retrouver leurs propres frères. Parce que, où j'ai été dans les conditions, je reviens sur Tombelle, une ville, il n'y a pas de route goudronnée, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, c'est le couvre-feu, il n'y a pas d'internet, rien.